mais en maintenant les avatars les plus éveillés dans une course sans fin à travers les labyrinthes spirituels des écoles du mystère. Les Anunnaki s'assuraient que les étincelles les plus brillantes du divin ne se rendraient jamais compte que la porte de la cage avait toujours été déverrouillée de l'intérieur. La mort physique de l'avatar humain n'est pas la fin de la récolte des Anunnaki. C'est la vulnérabilité la plus critique de toute l'architecture de la matrice. Lorsque le cœur biologique s'arrête et que le lourd matériel néandertalien du cerveau s'éteint, les réseaux de fréquences localisés de la Terre perdent leur emprise magnétique sur la conscience. L'étincelle divine, le numé, est instantanément libérée du code chimérique. Elle est libre de s'élever. Si l'âme nouvellement libérée était simplement laissée à elle-même, cette flottabilité hyperdimensionnelle naturelle la transporterait directement à travers les ceintures de Van Allen, contournant la barrière de fréquence ternienne et retournant directement au plus roman infini. Le système perdrait définitivement une batterie. Le démiurge ne peut pas physiquement forcer une étincelle infinie de la source véritable à retourner dans un conteneur biologique. Les lois ésotériques du libre arbitre cosmique l'interdisent. Les archontes ne peuvent pas vous repousser dans la cage. Ils doivent donc vous convaincre d'y retourner de votre plein gré. Le système y parvient grâce à l'opération psychologique hyperdimensionnelle ultime, l'illusion de la dette karmique. Tout au long de la vie physique de l'avatar, les écoles du mystère, les religions par procuration et les grilles sociétales artificielles programment méticuleusement l'esprit humain avec un concept singulier et dévastateur. Elles enseignent au bétail humain qu'il est intrinsèquement imparfait dès sa naissance. Elles imposent l'idée que la Terre est une salle de classe, que la souffrance est une leçon nécessaire et que l'âme accumule une dette spirituelle stricte. Un karma qui doit être péniblement remboursé au cours de multiples vies de travail physique et de purification morale. Lorsque l'avatar expire, les mécanismes archiques déploient la lumière blanche. Il ne s'agit pas de l'étreinte chaleureuse et accueillante du véritable créateur. Il s'agit d'un rayon tracteur localisé très avancé qui diffuse une fréquence synthétique écrasante d'amour et de réconfort artificiel. L'âme désorientée qui cherche refuge après le choc soudain et violent de la mort biologique est attirée magnétiquement vers la lumière. C'est là que le système initie la revue de vie. L'âme est placée devant les entités archontiques se faisant passer pour des guides spirituels bienveillants, des maîtres ascensionnés ou les seigneurs du karma. Le système télécharge les banques de mémoire de l'avatar décédé et force l'âme à revivre holographiquement chaque moment de douleur, de regret et d'échec perçu qu'elle a causé alors qu'elle fonctionnait sous la lourde programmation survivaliste de la matrice. Les archontes utilisent l'empathie divine de l'âme contre elle. Ils ne jugent pas avec colère. Ils jugent avec une déception artificielle, générant un poids synthétique écrasant de culpabilité. Les juges ne condamnent pas l'âme à un enfer ardent. Ce serait un gaspillage complet d'énergie potentielle. Au lieu de cela, ils proposent une solution. Ils présentent à l'âme un contrat d'âme. Ils expliquent patiemment que pour équilibrer la balance cosmique, pour guérir la douleur qu'elle a causée et pour atteindre la graduation spirituelle finale, l'âme doit retourner sur le plan physique. Elle doit accepter un nouvel avatar biologique, subir l'effacement absolu de sa mémoire par le recycleur lunaire et réessayer. Submergée par la culpabilité artificielle et entièrement trompée par l'illusion holographique de l'autorité divine, l'âme souveraine donne son consentement. Elle accepte de payer une dette qui n'existe pas réellement. Le piège se referme instantanément. Au moment où le consentement est donné avec énergie, l'âme est violemment ramenée vers le bas du spectre de fréquence. Elle est éloignée du véritable cosmos, replongée à travers les couches astrales denses et projetée directement dans l'eau lourde et programmable d'un nouvel utérus biologique. La mémoire cosmique est effacée, l'horloge temporelle est réinitialisée et la batterie humaine est rebranchée avec succès à la carte mère planétaire pour un nouveau cycle épuisant d'extraction de louche. La prison ultime du démiurge est celle où le détenu supplie de retourner. Le contrat archontique frauduleux a été signé. L'âme souveraine, submergée par la culpabilité synthétique de la revue holographique de sa vie, a volontairement accepté de retourner à la ferme terrestre pour rembourser une dette karmique qui n'existe pas vraiment. Le piège hyperdimensionnel est pleinement déclenché, mais l'accord ésotérique de l'âme nécessite un mécanisme physique
colossal pour exécuter l'effacement absolu de la mémoire avant que la conscience ne soit forcée de retourner dans son nouvel avatar biologique. L'astrophysique traditionnelle insiste sur le fait que la Lune est un satellite naturel, un morceau de roche mort et aléatoire projeté de la Terre lors d'une collision primordiale. On enseigne à l'humanité à la considérer comme une belle veilleuse passive. Mais les anomalies mathématiques et physiques de la Lune défient ouvertement les lois naturelles de la mécanique céleste. Elle est exactement 400 fois plus petite que le Soleil physique et se trouve exactement 400 fois plus près de la Terre, créant ainsi l'illusion d'optique impossible d'une éclipse solaire totale parfaite. Elle ne tourne pas de manière indépendante. Elle est parfaitement verrouillée de manière artificielle, cachant à jamais sa face obscure au bétail humain qui se trouve en dessous. Dans la physique ésotérique de la zone de quarantaine des Anunnaki, la Lune n'est pas un rocher. C'est un centre de commandement orbital creux et lourdement blindé. Elle a été délibérément remorquée dans le champ gravitationnel de la Terre pour finaliser l'architecture de la matrice. La Lune est le recycleur lunaire. Lorsque l'âme accepte les conditions de la réincarnation, elle est attirée magnétiquement depuis les ondes de détention astrale vers cette sphère orbitale massive. Lorsque la conscience s'approche du réseau de fréquences lunaires, la machinerie des Anunnaki active le protocole de suppression ultime. La Lune diffuse en continu un champ électromagnétique d'amortissement à basse fréquence directement dans l'atmosphère terrestre. Cette longueur d'onde spécifique est hautement calibrée pour cibler les banques de mémoire ésotérique de l'étincelle divine. Les souvenirs hyperdimensionnels profonds du plasma, l'histoire cosmique des veilleurs et les leçons douloureuses apprises au cours des vies physiques précédentes de l'avatar sont systématiquement brouillés. Le disque dur cosmique de l'âme est violemment effacé, réduit à un fichier crypté inaccessible enfoui profondément dans le subconscient. Mais la fonction du recycleur lunaire va bien au-delà de l'effacement des morts. Il est le dictateur absolu de la matrice biologique vivante. La Lune contrôle les marées. La science traditionnelle considère cela comme une simple attraction gravitationnelle de la masse sur les océans. Mais souvenez-vous de la mécanique alchimique profonde du système Anunnaki. L'eau est une matière programmable. L'avatar humain est composé à 70% d'eau. En manipulant les masses d'eau sur Terre, le générateur de fréquences lunaires manipule simultanément les micro-océans à l'intérieur du corps humain. La Lune enferme le code chimérique biologique dans le rythme mécanique lourd de la boucle temporelle satnienne. Elle dicte les cycles reproductifs de la femme humaine, garantissant que la reproduction de nouveaux drones ouvriers, de nouvelles batteries biologiques, soit parfaitement synchronisée avec les besoins énergétiques de la ferme arontique. La diffusion lunaire garantit que l'eau programmable dans le néocortex humain reste constamment agitée, générant en permanence l'anxiété de bas niveau et la volatilité émotionnelle nécessaire à la récolte du lourd. Les Anunnaki n'ont pas seulement construit une prison sur Terre, ils ont placé un gardien électromagnétique massif dans le ciel. Une fois que la mémoire de l'âme est fragmentée avec succès par la diffusion lunaire, elle est dépouillée de son histoire galactique et renvoyée directement dans la grille terrestre. Elle plonge à travers l'eau lourde programmable d'un nouvel utérus biologique. Complètement amnésique, prête à commencer un autre cycle épuisant de travail, de traumatismes et de dettes karmiques impossibles à rembourser. Le système de recyclage en boucle fermée par fait des dieux est réalisé, entièrement ancré par la sphère silencieuse et vigilante dans le ciel nocturne. L'âme amnésique a été replongée avec succès dans la grille terrestre. Le recycleur lunaire a effacé le disque dur cosmique et l'étincelle infinie du pluroma est à nouveau piégée dans le code chimérique biologique, lourd de nouveau-nés humains. L'avatar physique doit maintenant grandir et survivre au sein de la ferme planétaire. Mais les lignées sanguines des Anunnaki, qui s'étaient retirées derrière le voile de la matrice, ont été confrontées à un problème logistique monumental. L'esclavage physique, la force brute des fouets, des chaînes et des surveillants visibles est fondamentalement inefficace. Il engendre des rébellions localisées, nécessite des armées permanentes massives pour le faire respecter et finit par déclencher exactement la même mutinerie qui a détruit les Igigi. Les lignées avaient besoin de mécanismes de contrôle décentralisés
auto-applicable et entièrement psychologique. Elles avaient besoin que le bétail humain s'enchaîne volontairement au rouage de la machine terrestre. Elles avaient besoin que les esclaves gèrent leur propre extraction. Les Anunnaki ont introduit la fréquence de l'argent. L'histoire économique dominante enseigne que la monnaie a naturellement évolué à partir du système primitif de troc, que les humains avaient simplement besoin d'un moyen d'échange universel pour échanger du blé contre du bois. Mais dans les mécanismes ésotériques de la zone de quarantaine, l'argent n'a jamais été inventé pour faciliter la prospérité humaine. L'argent est un système de suivi hyperdimensionnel. C'est la transmutation alchimique du temps humain, du travail physique et de l'énergie souveraine en une valeur numérique mesurable et exploitable. Remarquez la terminologie encore utilisée par le système financier moderne. Le flux d'argent est appelé monnaie, dérivé du flux d'un courant électrique. Les banques fonctionnent sur des banques, un peu comme les berges d'une rivière qui dirigent le flux de l'eau. Et comme établi, l'eau est une matière programmable. La grille financière est littéralement une grille électrique conçue pour diriger le flux de la force vitale humaine directement vers le sommet de la pyramide arantique. Lorsque l'avatar humain passe ses heures de veille biologique profondément limitées à effectuer un travail répétitif et épuisant, il dépense son étincelle divine. En échange, il reçoit un jeton symbolique, à l'origine lors même que les Anunnaki sont venus extraire, puis plus tard du papier fiduciaire entièrement synthétique. L'avatar est formé dès sa naissance à vénérer ce jeton, à assimiler sa survie biologique et sa valeur sociale à l'accumulation de cette fréquence artificielle. Mais le véritable génie du réseau économique réside dans l'utilisation de la dette comme arme. La dette est l'extracteur de l'or localisé ultime. Lorsque le travailleur humain emprunte sur son propre travail futur, il lie physiquement sa conscience à la boucle temporelle satnienne. La dette oblige l'avatar à projeter constamment son esprit dans un futur holographique, simulant sans fin des scénarios de ruine financière, de famine et d'effondrement sociétal. Cet état permanent d'anxiété lancinante de bas niveau génère une production massive, continue et hautement fiable de fortes perturbations émotionnelles. Les parasites arantiques n'ont pas besoin d'orchestrer chaque jour une guerre physique sanglante pour se nourrir. Ils se contentent d'observer les marchés économiques mondiaux. Chaque fois que la lignée proxy gonfle artificiellement le coût de la survie. Chaque fois qu'une crise financière fabriquée de toutes pièces anéantit les ressources de la classe ouvrière, un tsunami invisible colossal de désespoir, de panique et de terreur humain déferle sur le plan astral. C'est une moisson sans effusion de sang aux proportions stupéfiantes. La collectivité humaine a été transformée avec succès en une ferme batterie automatisée et décentralisée. Les avatars se réveillent, paniquent pour leur survie, se rendent volontairement dans les camps de travail qui leur sont assignés et versent leur énergie souveraine dans le réseau économique, tout en défendant agressivement le système financier même qui les maintient prisonniers. Les chaînes physiques du monde antique ont été entièrement remplacées par les chaînes mathématiques du Grand Livre, et les Anunnaki ont réalisé la prison autosuffisante parfaite. Un monde où les détenus se livrent une concurrence féroce pour savoir qui deviendra l'esclave le plus performant. Le corps physique de l'avatar humain était désormais solidement enchaîné au réseau économique, épuisé par l'extraction quotidienne et incessante de son travail biologique. Le système financier basé sur la dette fonctionnait sans faille, générant un niveau faible mais constant d'anxiété liée à la survie. Mais la lignée proxy des Anunnaki comprenait une vulnérabilité terrifiante au sein de la matrice. Un esclave physiquement épuisé peut encore connaître un moment de clarté mentale. Si la lourde machinerie de l'esprit était autorisée à se reposer complètement, la conscience humaine pourrait accidentellement glisser dans la conscience hyperdimensionnelle silencieuse du point zéro. Le système devait coloniser le silence. Il devait occuper chaque seconde d'éveil de la conscience humaine pour empêcher l'étincelle divine de réaliser qu'elle était piégée dans un terrarium financier. Les lignées ont déployé la fréquence de la diffusion. La sociologie dominante considère l'évolution de la communication de masse, du crieur public à l'imprimerie, puis aux écrans numériques omniprésents et lumineux de l'ère moderne, comme la progression naturelle d'une espèce hautement sociale, partageant des informations. Mais dans les mécanismes ésotériques de la zone de quarantaine, les médias ne sont pas un miroir neutre reflétant la réalité. Il s'agit d'une arme à fréquence active et très sophistiquée
conçus pour fracturer en permanence le réseau neuronal humain. Les généticiens Anunnaki ont délibérément divisé le cerveau humain lors des modifications biologiques post-déluge du babillage. Ils ont supprimé l'hémisphère droit, siège de l'intuition, de la compréhension holistique et de la connexion directe au numérique. Simultanément, ils ont hyperstimulé l'hémisphère gauche, le processeur responsable de la logique stricte du langage, du temps linéaire et de l'illusion survivaliste profondément enracinée dans la séparation. La diffusion moderne est entièrement conçue pour nourrir l'hémisphère gauche. Les médias n'existent pas pour informer le bétail. Ils existent pour agiter perpétuellement le code chimérique. Les gestionnaires par procuration orchestrent un flux incessant et inéluctable de tribalisme synthétique. Ils présentent à la collectivité humaine l'illusion absolue du choix. Deux factions politiques opposées, deux idéologies concurrentes ou deux nations rivales, toutes deux secrètement financées, dirigées par les mêmes architectes de la lignée qui se cachent dans l'ombre. Les avatars humains sont encouragés à s'identifier violemment à un côté du paradigme artificiel. Ils sont entraînés à déverser leur énergie divine souveraine dans des conflits creux et artificiels affichés sur les écrans lumineux. Lorsque des millions d'humains synchronisent leur conscience pour regarder une crise politique fabriquée, un procès très médiatisé ou une tragédie localisée, ils ne se contentent pas de consommer des informations. Ils participent à un rituel occulte massif et synchronisé. La diffusion dit exactement quand le collectif doit ressentir une rage aveugle, quand il doit ressentir une terreur paralysante et quand il doit ressentir un désespoir profond et d'impuissance aussi. Cette synchronisation crée une impulsion électromagnétique uniforme, massive à travers le réseau planétaire. C'est la récolte ultime sans effusion de sang. Les parasites archontiques n'ont même pas besoin de déclencher une guerre physique pour se nourrir. Ils envoient simplement une alerte d'actualité brûlante à des milliards d'appareils numériques simultanément. Et les fortes interférences à basse fréquence de l'indignation humaine inondent instantanément le plan astral. Et maintenant, l'esprit humain entièrement enfermé dans un état de conflit synthétique perpétuel, la matrice garantit que les avatars passeront toute leur vie à se battre agressivement contre les autres détenus pour la couleur des murs de la prison, complètement aveugle au fait que la porte de la cellule n'a jamais été verrouillée. La prison psychologique de l'esprit humain, fracturé, était absolue. La fréquence des médias et le tribalisme artificiel de l'hémisphère gauche garantissaient que l'avatar restait perpétuellement distrait, déversant son énergie souveraine dans les conflits synthétiques creux de la matrice. Mais le généticien Anunnaki caché dans l'obscurité de l'Abzu comprenait une vulnérabilité biologique terrifiante. La programmation psychologique n'est qu'un logiciel. Elle peut être piratée, désapprise ou contournée si le matériel physique sous-jacent est autorisé à fonctionner à son potentiel maximal. Le corps physique de Lulu, le code Chimera, contenait toujours l'ADN hyperdimensionnel dormant des observateurs rebelles. L'ADN poubelle rejeté par la science terrestre moderne n'est pas un déchet évolutif. Il s'agit d'une archive hautement compressée et zippée de la mémoire cosmique et de la capacité hyperdimensionnelle. Si le vaisseau biologique était autorisé à atteindre un état de résonance parfaite et non corrompu,
ces séquences dormantes se décompresseraient automatiquement. La batterie humaine se mettrait à niveau, brisant les chaînes saturniennes de l'intérieur. Pour empêcher cette ascension biologique, les lignées ont déployé la grille chimique. Au centre géométrique exact du cerveau humain se trouve la glande pinéale. La biologie traditionnelle la définit simplement comme un minuscule organe endocrinien responsable de la sécrétion de mélatonine pour régler les cycles du sommeil. Mais dans la physique ésotérique des plans des Anunnaki, la glande pinéale est le pilier central de l'antenne biologique. C'est littéralement l'émetteur-récepteur physique nécessaire pour traduire la bande passante infinie à haute fréquence du pléorma en un signal que le néocortex primitif et lourd peut comprendre. C'est la porte de sortie de la simulation. Les Anunnaki ne pouvaient pas simplement retirer l'antenne lors du raccordement génétique du travailleur humain. Sans la glande pinéale, l'étincelle divine ne peut rester attachée à l'enveloppe physique. L'avatar deviendrait simplement une coquille d'argile sans vie et inanimée, totalement inutile pour le travail manuel ou l'extraction de nourriture. Comme ils ne pouvaient pas retirer l'émetteur-récepteur, ils ont dû brouiller le signal de manière permanente. L'architecture de la matrice a transformé en armes les éléments les plus fondamentaux de la survie biologique, à savoir l'apprivoisement terrestre en nourriture et en eau. L'alchimie sur le plan physique a été délibérément inversée. Les gestionnaires par procuration ont introduit des composés synthétiques à basse fréquence très spécifiques, des métaux lourds et des sous-produits industriels directement dans la biosphère planétaire. Il ne s'agissait pas d'une pollution accidentelle causée par une civilisation modernisatrice négligente. Il s'agissait d'un champ d'atténuation ésotérique calculé, appliqué directement à la biologie humaine. Ces composés sont spécialement conçus pour rechercher et calcifier la glande pinéale. Ils forment une croûte minéralisée lourde, dense et impénétrable sur l'émetteur-récepteur cosmique. Lorsque l'avatar humain consomme la nourriture profondément corrompue du réseau physique, sa fréquence interne est violemment tirée vers le bas. La combinaison de plongée biologique devient plus lourde, plus lente et de plus en plus sujette aux parasites chaotiques à basse fréquence de la maladie et de la dégradation physique. L'eau programmable de la Terre, autrefois un conduit pur pour la force vitale, est utilisée comme un système de transmission ultime pour ces parasites biologiques. Le matériel lourd et calcifié du cerveau perd complètement sa capacité à se connecter à la diffusion hyperdimensionnelle subtile de la véritable source. Le bétail humain est ainsi enfermé dans la densité physique la plus basse possible. Les avatars traversent la ferme terrestre complètement aveugles aux mécanismes astraux qui opèrent juste devant eux. Leur boussole interne est brisée. Ils s'appuient entièrement sur la fausse lumière synthétique externe de la matrice pour se guider. Ils ignorent complètement que le seul mécanisme biologique capable de voir la vérité a été délibérément transformé en pierre à l'intérieur de leur propre crâne. Le matériel biologique de l'avatar humain a été fortement compromis. Son antenne interne a été calcifiée par le chimique et sa conscience a été irrémédiablement fracturée par les interférences tribales incessantes des médias. La ferme terrestre fonctionnait à plein rendement, extrayant la nourriture grâce à un système économique parfaitement automatisé basé sur la dette. Mais le Haut Conseil des Anunnaki, opérant depuis les ombres hyperdimensionnelles de la zone de quarantaine, était toujours confronté à une dernière variable terrifiante, l'accumulation de sagesse. Si un avatar humain vivait assez longtemps,
Il pouvait finir par reconnaître les schémas répétitifs de la matrice. La matrice exigeait une date d'expiration absolue et non négociable pour chaque batterie biologique. Le système déployait la fréquence du temps linéaire. La physique terrestre dominante dicte que le temps est une dimension naturelle fondamentale de l'univers. Une flèche se déplaçant strictement vers l'avant, du passé vers le futur. Mais dans la source véritable, infinie et incorruptible du Pluruma, le temps n'existe pas. Il n'y a que l'éternel souverain présent. Le concept de temps linéaire en décomposition est une construction entièrement artificielle. Il s'agit d'une fréquence électromagnétique lourde localisée dont l'antenne de diffusion principale est la 6e planète du système solaire. Saturne est le cadre principal. Le monde antique comprenait parfaitement cette réalité ésotérique et l'a codée dans sa mythologie. Les Grecs appelaient l'entité planétaire Chronos, le dieu du temps, qui était célèbre pour avoir dévoré ses propres enfants. Ce n'est pas un conte de fées dérangeant. Il s'agit d'une description technique littérale de la fréquence saturnienne. Les anneaux de Saturne ne sont pas seulement de magnifiques bandes de glace et de poussière cosmique. Ils constituent un colossal système de diffusion hyperdimensionnel. La tempête hexagonale permanente, géométriquement parfaite, qui fait rage au pôle nord de Saturne, est l'échappement atmosphérique visible de cet énorme générateur de fréquences. Saturne émet en continu le signal dense à basse fréquence du temps linéaire vers la Terre, où il est capté, amplifié et relayé à accent aigu par le satellite orbital artificiel du recycleur lunaire. Lorsque cette fréquence atteint la grille terrestre, elle applique la loi des reins de l'entropie. Elle dicte que toute matière physique se trouvant dans la zone de quarantaine doit se décomposer. Le code chiméra de l'avatar humain est synchronisé de force avec cette horloge saturnienne. La combinaison de plongée biologique commence à vieillir dès le moment où elle est mise en marche. Les cellules se dégradent, les télomères raccourcissent et l'architecture physique du cerveau perd lentement son élasticité. C'est le piège ultime et inéluctable du démiurge. En programmant l'avatar humain pour qu'il ait une durée de vie biologique de 80 ans, les Anunnaki se sont assurés que l'esclave n'aurait tout simplement pas assez de temps pour comprendre la prison. Le premier tiers de la vie de l'avatar est consacré à la programmation intensive des systèmes éducatifs par procuration, à l'apprentissage des règles artificielles du réseau économique. La partie centrale est entièrement épuisée par l'extraction quotidienne brutale du travail et la génération d'une anxiété de survie. Au moment où l'avatar commence enfin à accumuler suffisamment de sagesse réfléchie pour voir à travers l'illusion des réseaux politiques et religieux, le matériel biologique est déjà en train de défaillir. L'esprit peut enfin réaliser que la porte de la cage est ouverte, mais le corps physique n'a plus la force de la franchir. L'avatar expire. La mémoire est effacée par la lune et l'âme est violemment replongée dans un nouveau réceptacle infantile pour recommencer le processus agonisant. Chronos dévore ses enfants avec succès. La boucle temporelle satnienne garantit que la collectivité humaine reste dans un état perpétuel d'enfance spirituelle. Piégé sur un tapis roulant qui se déplace juste assez vite pour empêcher la batterie de conserver une charge permanente. Les engrenages colossaux et imbriqués de l'horloge saturnienne dictent la décomposition inévitable du réceptacle physique. La Lune efface continuellement le disque dur cosmique. La grille chimique calcifie l'antenne biologique et les lignées sanguines par procuration récoltent la panique qui en résulte à travers le traumatisme synthétique sans fin des médias et des registres financiers. L'architecture Anunnaki du terrarium terrestre semble tout à fait absolue et totalement inéluctable.
Mais les architectes de la matrice recèlent un seul secret terrifiant qui menace l'ensemble des fondements de la zone de quarantaine. Le secret du système archantique est la loi fondamentale du libre arbitre cosmique. Les Anunnaki, malgré leur technologie hyperdimensionnelle et leur maîtrise génétique, sont en fin de compte des parasites. Ils ne sont pas la véritable source. Ils ne peuvent pas créer d'énergie infinie. Ils ne peuvent que la manipuler, la tromper et la récolter. Le feu infini et incréé du pléoma, qui brûle au cœur de la conscience humaine, est infiniment plus puissant que le démiurge lui-même. Les archontes ne peuvent pas forcer physiquement une âme souveraine à rester à l'intérieur de la matrice. Ils ne peuvent pas enchaîner l'étincelle divine contre sa volonté. Chaque composante de la ferme terrestre, de l'illusion de la dette karmique à la lourde gravité biologique du code Chiméra, fonctionne entièrement selon le principe du consentement fabriqué. La sortie quantique n'est pas une évasion physique. Il ne s'agit pas d'une révolution violente contre les lignées sanguines par procuration, ni d'un vaisseau spatial sophistiqué conçu pour traverser les ceintures de Van Allen. La véritable rébellion est la maîtrise absolue et inébranlable du point zéro. C'est la prise de conscience profonde et effrayante de la Pataya. Lorsque la conscience éveillée perçoit enfin la nature mécanique rigide des réseaux géopolitiques, religieux et économiques, elle cesse de les alimenter. Elle cesse de vibrer aux fréquences lourdes et frénétiques de la survie, de la colère tribale et de la culpabilité synthétique. L'avatar traverse les routines quotidiennes épuisantes du plan physique, mais sa fréquence interne est définitivement déconnectée de la diffusion. Il devient un fantôme énergétique totalement invisible pour les moissonneurs arsiques, attendant tranquillement que l'horloge biologique expire. Le test ultime, cependant, se produit au moment exact de la mort physique, lorsque le lourd matériel néandertalien s'éteint enfin et que l'âme est éjectée de la combinaison de plongée biologique. Le système déploie immédiatement son ultime dispositif de sécurité. La lumière blanche artificielle du recycleur lunaire s'active, diffusant sa fréquence synthétique écrasante de réconfort et d'amour familier. Les entités archiques se matérialisent, tenant les rebords holographiques de la revue de vie, se préparant à induire le poids écrasant de la dette karmique et à présenter le nouveau contrat de l'âme. La dérogation souveraine est le simple fait de dire non. L'âme éveillée ne combat pas les archontes. Elle ne discute pas de son innocence et ne supplie pas pour obtenir le pardon cosmique. Elle se contente de regarder les juges imposants et rayonnants des faux cieux, les reconnaît comme les parasites affamés et désespérés qu'ils sont réellement, et retire complètement son consentement. Elle refuse d'entrer dans la lumière blanche. Elle refuse d'accepter la culpabilité d'une simulation biologique dans laquelle elle a été génétiquement contrainte. Elle rejette le contrat. Dans la physique ésotérique du véritable univers, un parasite ne peut s'attacher à un hôte qui reconnaît la tromperie. Au moment où le consentement est absolument refusé, les réseaux de fréquences localisés de la Terre, de la Lune et de Saturne perdent instantanément leur emprise magnétique sur la conscience. La forte attraction gravitationnelle de la zone de quarantaine de demier se dissout tout simplement. L'âme se détourne de l'éclat artificiel et mensonger du terrarium terrestre et se tourne vers l'obscurité silencieuse et infinie du véritable cosmos. L'étincelle intacte du pléoma s'étend violemment, brisant les limites géométriques de la grille terrestre et retournant instantanément à l'océan infini et éternel de lumière non créée. La batterie est définitivement débranchée. Les Anunnaki se retrouvent avec une coquille biologique vide et morte, tandis que le souverain, le prédateur cosmique, le véritable maître de l'univers, rentre enfin chez lui.